Alors, bon midi à tout le monde. Merci de prendre le temps d'être avec nous ce midi pour un panel de discussion. Donc, deuxième activité de la semaine de la FAD, panel de discussion propulsé par la fabuleuse équipe de l'école branchée, le leadership des directions d'établissement en contexte de crise. Panel où se côtoiera les chercheurs et les directions d'école sur le terrain. Un moment d'échange qui promet d'être très, très, très riche et qui sera animé par nul autre que Mme Stéphanie Dionne de l'École branchée. Stéphanie est directrice du développement et des partenariats à l'École branchée. Elle est également animatrice et conférencière. Elle contribue au rayonnement des acteurs du milieu de l'éducation et de son écosystème. Stéphanie accompagne les parents, les enseignants et les intervenants dans une mentalité de coéducation afin de permettre aux jeunes de devenir des citoyens épanouis à l'heure du numérique. Alors, sans plus tarder, accueillons ensemble Madame Stéphanie Dionne. Hey! Bon midi! Merci Maxime pour la présentation. Bienvenue à chacun d'entre vous à ce panel qui est présenté, oui, par l'École branchée. J'ai envie de vous présenter l'École branchée, mais j'ai envie surtout que vous gardiez en tête que l'École branchée, c'est d'abord et avant tout votre allié. C'est aussi votre média de l'enseignement à l'ère du numérique. L'École branchée se dévoue particulièrement à accompagner les acteurs du milieu de l'éducation dans le développement de leur expertise professionnelle à l'ère du numérique. Donc, je suis vraiment honorée d'être là ce midi pour animer cet échange-là qui met en lumière le rôle d'acteurs essentiels en éducation et particulièrement en temps de crise, la direction d'école. Donc, pour reprendre les mots de nos chercheurs que je vous présente dans quelques instants, les directions d'établissement ont été des acteurs pivots en matière de gestion de crise sanitaire. J'en profite pour vous inviter aussi à faire déborder vos échanges ou les propos que vous allez entendre ce midi sur Twitter en utilisant la balise Semaine FAD. Donc, je vous présente tout d'abord notre trio de chercheurs qui ont rendu disponible dès décembre 2020 leur recueil sur les 8 principes de gestion en temps de crise. La parution extrêmement rapide de leur recueil démontre bien le rôle et le leadership du milieu universitaire à rendre disponible l'accès aux données qui inspirent les pratiques gagnantes sur le terrain. Je vais commencer en vous présentant M. Jean Bernatchez. Bonjour, bonjour Jean. Tout le monde. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous ce midi. Yes! Donc, Jean, il est professeur-chercheur à l'Université du Québec à Rimouski. Il est politologue spécialisé en administration et politique scolaire. Il est responsable du programme de formation des cadres scolaires. Il est membre également du comité de direction du réseau Périscope sur la persévérance et la réussite scolaire et du comité de coordination de l'équipe de recherche interrégionale sur l'organisation du travail des directions d'établissements d'enseignement, qu'on appelle aussi le GRID. C'est bien ça, Jean? Oui, c'est tout à fait ça. Donc, je vais vous présenter maintenant sa collègue Anne-Michel Delorme. Bonjour tout le monde, bonjour Anne-Michel. Hey, donc, Anne-Michel est professeure en mesure et évaluation en éducation à l'Université du Québec à Rimouski. Ses intérêts de recherche portent principalement sur la conception et la validation d'outils d'évaluation, l'évaluation des apprentissages, ainsi que sur l'évaluation de la formation. Donc, j'ai eu la chance d'ailleurs de l'écouter à la journée de consensus tenue par le CETRAC sur le sujet et elle est fort outillée pour accompagner vers un changement de pratique en évaluation. Je l'ai même entendu nommer qu'une des clés résidait dans la planification, c'est ça, Michel? Tout à fait, oui. Super! Yeah. Donc, je vous présente maintenant leur collègue, M. Olivier Lemieux. Bonjour, Olivier. Bonjour tout le monde. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui.
Super. Donc, Olivier, lui, est professeur en administration scolaire à l'Université du Québec à Rimouski. Donc, la femme du Bas-Saint-Laurent en moi est très fière d'avoir trois chercheurs de l'UQAR aujourd'hui. Donc, Olivier, lui, il est membre du réseau Périscope et du groupe de recherche interrégional sur l'organisation du travail des directions d'établissements d'enseignement du Québec, le GRIDEC. Donc, je vais leur laisser le soin pour commencer de vous présenter ces 8 principes de gestion en temps de crise. Et nous aurons la chance de recevoir 2 autres invités ce midi, Monsieur Marc-André Girard et Madame Laura Marquillet. Donc, ce sont 2 directions. L'un est directeur d'école au Centre de services scolaires Rivière-du-Nord et l'autre est directrice d'école du réseau scolaire francophone au Manitoba. Donc, tous les 2 ils vont se joindre à nous, ils vont partager leur expérience terrain des 2 dernières années en lien avec les 8 principes de gestion de notre trio de chercheurs vedettes de ce midi. Donc, je vais vous laisser prendre la parole. Olivier, partagez dans le fond votre support de présentation. Et moi, je reviens dans 12-13 minutes pour qu'on puisse après se diriger vers la deuxième étape de notre panel. Mais j'ai oublié aussi de vous dire qu'on va revenir dans un troisième temps, les 5 ensemble pour discuter. Donc, je vous laisse aller. Bon, eh bien, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui? Bon, eh bien, bonjour tout le monde. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Avant de débuter, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence. Également à remercier les organisateurs de ce bel événement là, pour leur invitation. Et donc, à les remercier à mon nom et au nom de mes collègues, bien évidemment. Donc, la présentation d'aujourd'hui va suivre une formule relativement classique, c'est-à-dire que je vais débuter d'abord avec une introduction dans laquelle je vais vous présenter les principaux éléments au cœur de notre projet de recherche que nous avons déployé à l'été 2020. Ensuite, tous les 3, nous allons vous présenter les 8 principes que notre recherche nous a permis de cerner. Donc, des principes qui servaient surtout, et je vous dirais, à alimenter cette question aussi, là, très, très importante à nos yeux. Donc, quelles pratiques aurait-il à reprendre? Quelles pratiques de gestion, quelles initiatives aurait-il à reprendre, à développer, à propager parmi les ajustements et les nouvelles organisations qui se sont mises en place pour nos écoles depuis le début de la crise liée à la COVID-19. Donc, très vaste question qui pourront alimenter nos discussions et nos réflexions plus tard. Enfin, nous allons terminer avec une légère conclusion. Donc, la recherche que nous avons déployée avait pour objectif général d'identifier les pratiques déployées par les directions d'établissement afin d'assurer la poursuite des activités éducatives en contexte de crise. Pour ce faire, nous nous appuyons sur 2 méthodes, donc une veille médiatique et scientifique, mais surtout des entretiens semi-dirigés, donc des entrevues menées auprès des 3 présidents d'associations ou les 3 principales associations professionnelles rassemblant des directions d'établissement au Québec, à savoir l'AMDES, la QPDE et la FQDE, et des entretiens menés surtout auprès de 12 directions d'établissement du primaire et du secondaire. Les données ont été récoltées à l'été 2020, hein, donc entre ce qu'on pourrait nommer, ou ce qu'on nomme depuis un certain moment, la première et la deuxième vague. Et donc, il faut savoir que notre prétention n'est pas que ces pratiques-là sont celles qui ont été déployées depuis les 2 dernières années, mais vraiment que notre recherche nous a permis de prendre une photo des pratiques déployées en quelque sorte par les directions d'établissement au cours de la première vague. Donc, les éléments que nous avons recensés ont été analysés au moyen d'une grille d'analyse élaborée par l'équipe qui avait pour objectif de faire ressortir les pratiques de gestion de crise sanitaire des directions d'établissement, leurs points de convergence et leurs points de divergence. Ce guide comporte 8 principes, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, et il a été élaboré en collaboration avec le CETREC, le réseau Périscope, le GRID et les 3 associations professionnelles que je vous parlais il y a quelques instants. Donc, le guide a été publié, on peut en voir une image en quelque sorte de ce guide-là, donc, a été publié au CETREC, donc sur la plateforme du CETREC, et on retrouve 8 principes qu'on retrouve ici énumérés, rattachés à des pratiques des directions d'établissement, que ce soit autant la gestion budgétaire que la gestion des ressources humaines ou le leadership. Donc, je vais vous présenter les 2 premiers principes. Donc, le premier principe que nous avons cerné
touche à la gestion financière. Et donc, ici, on observait que les directions nous disaient important de savoir dégager les ressources financières nécessaires pour assurer la santé et la sécurité. Et donc, pour ce faire, il fallait savoir se procurer le matériel nécessaire à la poursuite des activités éducatives, bien évidemment. Donc, le matériel informatique, par exemple, pour l'enseignement à distance, savoir également faire l'impression des trousses pédagogiques au début de la crise, mais aussi savoir se procurer le matériel sanitaire nécessaire. Hein. Si on se rappelle, lors de la première vague, se procurer du désinfectant, des lingettes ou tout ce matériel-ci était assez complexe et on sait que les directions d'établissement interrogées avaient dû faire preuve de beaucoup de créativité pour pouvoir se procurer ce matériel-là. Et souvent, elles ont mobilisé vraiment la communauté qui entourait leur école pour ce faire. Également, donc, il avait dégagé des ressources financières pour rémunérer le personnel ou encore le nouveau personnel, en quelque sorte, puisqu'on sait qu'à ce moment-là, un certain nombre des membres du personnel de l'école étaient jugés à risque et donc il fallait trouver le moyen d'aller chercher davantage de personnes pour combler les besoins. La deuxième pratique est de savoir mobiliser le deuxième principe est de savoir mobiliser les ressources humaines disponibles à l'interne et à l'externe de l'école. Par exemple, en embauchant du nouveau personnel, en raison des nouvelles tâches, notamment liées à la mise en place et au respect des mesures sanitaires, donc des tâches reliées à la surveillance, par exemple, des élèves, au lavage de mains, à l'accompagnement des élèves aux toilettes, est à prévoir. Donc, il fallait avoir des gens pour pouvoir assurer ces éléments-ci. Et également, on sait qu'un certain nombre d'établissements à l'époque vont beaucoup mobiliser le personnel des écoles secondaires qui étaient demeurés fermés, hein, on s'appelle, lors de la première vague. Et donc, on va profiter de cette disponibilité-là du personnel du secondaire pour pouvoir bien assurer l'ensemble de ces nouvelles tâches. Je donne maintenant la parole à ma collègue Anne-Michel. Oui, merci. Donc, toujours en lien avec les pratiques liées à la gestion des ressources humaines. Donc, un troisième principe qui est de veiller au bien-être du personnel, donc du personnel, pas juste les enseignants, là, de tout le personnel de l'école finalement. Souvent, avec la crise, on a mis beaucoup l'accent, surtout au début, en fait, sur les élèves, sur le bien-être des élèves, donc de s'assurer de la poursuite de la mission de l'école, donc la socialisation, l'instruction, etc. Alors que pour s'assurer de ça, on a besoin d'enseignants qui se sentent aussi confiants, qui se sentent à l'aise aussi dans l'exercice de leur fonction pour le faire. Donc, pour ça, on avait besoin d'une direction qui était présente pour justement soutenir nos enseignants, pour s'assurer qu'ils allaient bien, qu'ils étaient en confiance, qui étaient rassurés, qui se sentaient eux aussi en sécurité dans le contexte actuel, hein, pour se remettre en esprit qu'on est en surtout première, deuxième vague, donc on n'a pas encore le vaccin, hein, la COVID, il y a beaucoup d'incertitudes liées à ça, beaucoup d'hospitalisation, donc il y avait beaucoup de craintes dans les milieux aussi qui nous ont été exprimées là, par les directions. Vraiment, le personnel coopérait très bien, le personnel de l'école, mais quand même, il fallait que la direction se montre assez compréhensive vis-à-vis des craintes ou des peurs que pouvait manifester son personnel, voire des fois aller retirer des milieux quand il n'y avait pas d'enseignement en ligne, hein, quand on a eu un retour en présentiel. Donc, d'avoir une direction qui était à l'écoute et soutenante là, dans ce processus-là. On avait aussi un quatrième principe qui est en lien plus au leadership, donc des directions. Bien entendu, leadership, on en parle beaucoup, surtout dans un contexte comme ça d'adaptation, de changement. Le leadership, dans ce contexte-là, dans le quatrième principe, se manifeste par la motivation puis la mobilisation de l'équipe. Donc, encore une fois, de l'équipe au sens très large. En amenant les enseignants à développer la direction à développer chez les enseignants un sentiment de fierté ou d'appartenance, hein, des sensibiliser au fait qu'ils ont un rôle important à jouer dans le contexte de crise. On entend encore une fois beaucoup parler du personnel de santé, de son rôle important dans ce contexte-là, mais le personnel enseignant, le personnel de l'éducation avait également un rôle super important. On avait besoin de se le rappeler, hein, aussi, ce rôle qui devait être valorisé là, d'éducation à travers ce contexte pas facile qui était la crise. Il y avait également, en se montrant transparent, on m'a devancé du côté des diapos, se montrer transparent. Ça veut dire, en fait, ici, la direction
avait besoin aussi, souvent ce qu'on entendait, c'est qu'on communiquait beaucoup avec notre personnel, les directives ou les informations qu'on recevait souvent, en fait, de la direction, par exemple, la direction du centre de service scolaire, hein, qui était l'intermédiaire avec le ministère. Donc, de communiquer ces informations-là dès qu'on les reçoit pour que le personnel, justement, se sente mobilisé. Le personnel de l'école se sente mobilisé également, que se sente faire partie d'une équipe là, qui a toutes les informations pour comprendre la situation, pour pouvoir réagir, pour comprendre les décisions, etc. Souvent, ces décisions-là étaient prises de pair avec les enseignants également. La transparence dans l'expression aussi de ses émotions, c'était intéressant. En fait, plusieurs directions nous ont montré qu'ils n'hésitaient pas à dévoiler une certaine vulnérabilité en contexte de crise, qu'il y avait des jours qui étaient plus gris, qui étaient plus sombres, puis de l'exprimer aussi aux enseignants ou à leur personnel, ça montrait leur côté humain, hein, puis on parle aussi de compétences émotionnelles là, en lien avec ça qui ont pu être déployées dans le contexte. Pour ce qui est de la 5e pratique, trouver des solutions, hein, toujours en lien avec le leadership, trouver des solutions et prendre des décisions. Bien entendu, ça s'exerce, ça fait partie de la profession des directions, là, de trouver des solutions, de prendre des décisions. Ça a été accentué dans un contexte de crise, bien entendu. On a pu dégager là, deux modèles, si on veut. Ça, en fait, il faut comprendre là, ces deux exemples-là qu'on vous présente ne sont pas nécessairement exclusifs, indépendants, sur un continuum, tout ça. Mais c'est intéressant de conceptualiser un peu la prise de décision, soit dans un premier temps comme un leader autoritaire, ici, il ne faut pas le voir trop extrémiste, là, mais plus une personne ou une direction qui va être capable de prendre des décisions sans toujours passer par la consultation qui prend du temps à elle aussi. Hein. Il y a des décisions qui peuvent exiger des décisions, pas des décisions, mais plus des réflexions qui exigent des décisions très, très rapides. Donc, à un moment donné, il faut un capitaine aussi dans le bateau. Donc, il y a certaines directions qui assumaient aussi pleinement ce rôle-là puis disaient, ben là, il faut une décision rapide, je la prends, j'assumerai les conséquences, etc. Alors qu'il y en a d'autres qui profitaient, le leader créatif, justement, on attendait. Il y a certaines informations qui peuvent être interprétées d'une certaine façon. On profitait de certaines zones grises pour justement mobiliser le personnel, être à l'écoute, réinterpréter certaines choses. Donc, il y avait un contexte qui pouvait permettre ça à certains égards. Donc, c'est comme deux modèles qui peuvent présenter des aspects communs aussi. On peut se retrouver à la fois dans l'un et dans l'autre sur un certain moment. Mais c'est intéressant de dégager quand même ces réflexions-là par rapport à la prise de décision. Un 6e principe était d'encourager le leadership des enseignants. Donc, oui, le leadership des directions était mis à profit, mais il y avait également, dans ce contexte-là, d'encourager celui du personnel, ici, particulièrement des enseignants, notamment en leur faisant confiance, hein, en leur donnant une certaine liberté. On peut penser au fait de déterminer les savoirs essentiels. Hein. On a été privé de quelques semaines d'enseignement. Il y avait des réflexions qui étaient faites. Qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce qu'on laisse de côté? Justement, certaines directions nous disaient qu'ils avaient pleinement confiance en leur personnel, justement en les enseignant pour cibler ces savoirs-là. Bien sûr, il fallait un soutien, d'être capable de communiquer, puis souvent même les enseignants, en leur donnant des espaces d'échange et de réflexion ensemble, parvenaient à se réguler, à réguler leurs pratiques, à se contaminer positivement par des pratiques inspirantes entre eux. Donc, je vais laisser la parole maintenant à mon collègue Jean qui va poursuivre. Oui, même si on est en contexte de gestion de crise, il faut véritablement revenir à la finalité de l'éducation. On le sait, instruire, socialiser et qualifier tous les élèves. Cela passe par la poursuite donc, des activités éducatives, qui est possible dans le contexte de faire selon deux modes, donc le mode à distance et le mode en présence. Les équipes écoles, on le sait, ont dû se familiariser en vraiment très peu de temps avec les modalités de la formation à distance. Les directions devaient aussi s'assurer que tous les élèves aient accès au matériel nécessaire pour poursuivre à distance leurs activités d'apprentissage, de formation. Il faut signaler aussi que les parents de plusieurs familles étaient à ce moment-là en télétravail et monopolisaient donc à la maison les appareils informatiques et la bande passante. Selon le milieu, donc, le nombre d'élèves n'ayant pas accès à du matériel informatique à la maison, ça varie beaucoup. Généralement, ils sont plus nombreux dans les milieux défavorisés. Les directions parviennent à combler le manque habituellement de matériel en prêtant aux élèves qui en ont besoin, le matériel de l'école ou encore celui qu'elles vont réquisitionner ailleurs. Donc, les directions doivent aussi planifier les horaires d'enseignement en ligne en considérant les conflits d'horaires qui sont possibles avec les frères et les sœurs de chaque élève.
Les défis sont grands aussi lorsque les activités éducatives se poursuivent à l'école en mode présentiel. Les directions doivent planifier la réouverture des écoles dans le respect des directives de la santé publique, ce qui n'est pas simple. En parallèle, elles doivent prévoir la récupération de matériel, la planification des horaires des élèves qui poursuivent leurs apprentissages à distance, l'aménagement des espaces intérieurs et extérieurs, de même que la planification des horaires pour les élèves qui poursuivent leurs apprentissages en présentiel à l'école. L'aménagement des espaces intérieurs et extérieurs exige aussi une importante planification. Parfois, les directions interrogées ont sollicité l'aide de la municipalité pour aménager de nouveaux espaces de récréation à proximité de l'école ou encore pour les réaménager, donc les espaces existants, en utilisant certains matériaux, certains accessoires, comme des clôtures, comme des cônes aussi. Puis il y a certaines directions aussi qui ont procédé à des simulations de déplacement à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école avec leur équipe école. De cette façon, elles s'assurent d'éviter les écueils potentiels et arrivent à déterminer plus facilement donc les tâches de chacun. Par ailleurs, la planification des récréations représente un enjeu puisque l'échange de matériel, ce n'est pas permis. Certaines directions vont inviter les parents à ce moment-là à apporter à l'école des jouets de leurs enfants dans des sacs de plastique. Bref, pour cet aspect-là, la capacité des directions à planifier les activités en fonction des directives de la santé publique apparaît comme une compétence centrale, vraiment, de la gestion de la crise sanitaire. Puis les directions évoluant dans les petits milieux mobilisent souvent toute l'équipe école, alors que celles qui évoluent dans des plus grands milieux, des plus grandes écoles, vont souvent se doter d'un ou de plusieurs comités COVID. La communication aussi, l'autre aspect, c'est une dimension centrale de la gestion de crise dans la perspective véritablement de maintenir le lien avec le personnel, les parents et les élèves en diversifiant l'usage des outils de communication. Au moment de la fermeture des écoles, les directions doivent remplacer les rencontres formelles et informelles avec leur équipe, les parents, les élèves, qui d'ordinaire sont effectuées en mode présentiel. Ça exige pour tous les acteurs d'être familiers avec les outils technologiques et des plateformes d'échange. Les plus populaires, ça a véritablement été Teams ou encore Zoom. Quelques directions ont créé plutôt des groupes texto, des groupes Messenger aussi, ou des groupes Facebook pour faciliter les échanges. Cette appropriation des technologies, c'est vraiment au cœur de la gestion de la crise pour communiquer à la fois avec le personnel, les parents et avec les élèves. Le rôle de la direction est d'amener l'ensemble du personnel vers cette appropriation. Les directions aussi qu'on a interrogées insistent sur l'importance de rassurer le personnel, de rassurer les parents, de rassurer les élèves. Certains même vont jusqu'à appeler directement les parents, alors que d'autres vont plutôt jouer un rôle de chef d'orchestre en misant sur le personnel enseignant et le soutien pour maintenir le lien et faire état des besoins de chacun. En ce qui a trait aux principaux moyens de communication utilisés, la plupart vont conserver l'utilisation du courriel. D'autres vont plutôt investir la page Facebook de l'école pour communiquer les informations, mais surtout pour développer le sentiment d'appartenance à l'école avec les familles. Bref, alors que les directives fusent de toutes parts, les directions d'établissement doivent en assurer une compréhension commune, une compréhension cohérente et mobiliser leurs habiletés socio-affectives pour se montrer empathiques, rassurantes et sécurisantes. En conclusion, donc, ce qu'on a pu observer, c'est que la crise de la COVID, c'est un accélérateur de changement. C'est un événement de rupture susceptible donc d'avoir un impact structurant, un impact durable sur le système scolaire québécois. La crise exacerbe les problèmes liés à la gouvernance scolaire et à l'organisation du travail du personnel des écoles. Les directions aussi, on l'a constaté, sont les acteurs pivots de cette dynamique. Elles mettent en œuvre localement les politiques de l'éducation. Elles sont légalement responsables aussi de la gestion administrative et pédagogique de l'école. Elles animent leur école et doivent mettre en œuvre les modalités d'une gouvernance scolaire renouvelée. Puis on a observé enfin qu'en contexte de COVID, puis dans un climat général instable et insécurisant, les directions vont piloter aussi des activités de gestion de crise, des activités pour lesquelles elles n'ont pas nécessairement été formées. Voilà, je m'arrête là-dessus. Wow, merci, merci Olivier, merci Anne-Michel, merci Jean d'avoir pris le temps
tout de suite, ou presque, de documenter puis de nous présenter cette photo-là. Puis à vous écouter, je développe mes habiletés de sketchnoting comme, vous ne voyez pas tant, ma collègue Laurie Couture à l'École branchée, mais ça me donne l'occasion de voir à quel point le rôle des directions, il est grand, il est important, il est essentiel. Mais vous l'avez nommé à plein de moments, à quel point c'est un rôle qui est joué d'abord par des humains. Donc, il est essentiel de prendre soin de nous, qu'ils prennent soin d'eux. Et là, c'est le temps d'appeler nos deux directions invitées. Et j'espère qu'elles ont pris le temps de prendre soin d'eux dans les 2 dernières années. Mais du moins, ils ont pris le temps de venir nous rejoindre ce midi. J'invite tout d'abord Marc-André Girard à se joindre à moi. Bonjour Marc-André. Bonjour, ça va bien? Salut, oui, ça va bien. Marc-André, c'est un collaborateur de longue date de l'École branchée, un directeur reconnu comme étant rassembleur, novateur. Il revient tout juste d'un voyage en Finlande où il a été documenté les pratiques là-bas pour les partager, qui nous permettent d'enrichir notre vision de l'éducation ensemble. Vous pouvez d'ailleurs lire le récit de son voyage sur le fil de nouvelles de l'École branchée, bien entendu. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il est directeur d'une école primaire au centre de services scolaires Rivière-du-Nord. Merci d'être là. J'invite Laura Marquillier. Laura, bonjour. Bonjour tout le monde. Laura, elle est directrice adjointe dans une école secondaire francophone en milieu minoritaire au Manitoba. Avec sa collègue Karine Pilote, elle fonde la communauté de leaders en éducation. Clés. Vous pouvez les suivre sur Twitter, vous pouvez les suivre sur leur site web, un peu partout. Mais elles font la promotion du développement professionnel des leaders pédagogiques francophones à travers des balados, forums, discussions, séminaires. C'est accessible partout dans la francophonie. Merci d'être là, Laura. Merci à vous. C'était très intéressant, très enrichissant en tout cas. Je pense qu'on aura pas mal de points de discussion avec Marc-André. Définitivement. Puis je vous propose de commencer justement à partager votre expérience, particulièrement sur les éléments de principes de gestion qui sont liés à celle de la motivation et à la mobilisation du personnel, celles qui sont davantage liées justement au leadership des directions d'école. Comment ça s'est placé pour vous? J'ai envie d'ouvrir la porte à Laura pour commencer. Moi, j'aimerais commencer par 4 mots. 4 mots qui retracent, selon moi, vraiment le vécu des directions d'école en temps de pandémie. Le premier, c'est résilience. Le deuxième, c'est réadaptation. Le troisième, c'est réorientation. Et le quatrième, c'est réinvention. Et je pense que peu importe qu'on soit nouveau dans notre rôle en leader scolaire ou qu'on ait 20 ans d'expérience, on a tous réappris notre rôle. Et notre résilience nous a poussé à développer des compétences qu'on n'aurait jamais appris à développer. On nous apprend souvent en leadership à gérer des crises comme des bagarres dans les couloirs, gérer des conflits avec le personnel, gérer des parents frustrés, mais je pense qu'on ne nous a jamais appris à gérer une crise sanitaire comme celle qu'on a vécue. Et c'est là où, pour moi, ça a mis en lumière, si vous voulez, peut-être les lacunes qu'on aurait pu avoir des fois aussi dans le parcours universitaire au niveau d'une crise de leadership. Je pense qu'on a vécu une crise de leadership. On a dû agir très rapidement, en peu de temps, parce qu'on était, comme l'a dit, comme ça a été mentionné dans la présentation, les maîtres du bateau. Et quand le bateau est en train de couler, il faut qu'on soit là justement pour prendre soin de l'équipage, pour prendre soin des passagers. C'est un peu comme ça qu'on l'a vécu. Mais si on prend un peu de recul, parce ce qu'on nous a présenté, c'était vraiment les débuts d'une crise. Je pense qu'au bout de 2 ans maintenant, on a pu voir aussi, comme l'a mentionné la conclusion, les bienfaits de cette crise, et on s'est réinventé, on a développé d'autres compétences qu'on n'aurait peut-être pas développées si on n'avait pas vécu cette crise. Donc voilà, moi j'en reviens à ces 4 mots, résilience, réadaptation, réorientation et réinvention, qui retracent un petit peu le parcours des directions d'école. OK, merci Laura. Marc-André, toi, de ta perspective dans les 2 dernières années, comment tu as vécu ton expérience en lien avec motiver, mobiliser ton équipe? Je pense que dans un premier temps, ce qui compte, tantôt, un des 3 chercheurs a parlé de présence de la direction de façon anodine.
la présence de la direction. C'est comme juste dans une phrase, mais pour moi, la présence est hyper importante parce que le nombre de fois, je me suis fait dire qu'on appréciait que la direction soit présente. Et puis, c'était facile. Bien, c'est plus facile que d'habitude parce que les réunions étaient toutes annulées, elles avaient lieu en ligne. Et puis, quand on a une réunion en ligne, en tout cas, pour ma part, la porte est ouverte, puis j'accorde toujours plus d'importance à des urgences du milieu. Contrairement à si on est à l'extérieur, au centre de service, dans une autre école, dans un congrès ou quoi que ce soit, bien là, on n'est pas là. Donc, la présence, je pense, c'est quelque chose qui est hyper important. Et aussi la communication. Ils en ont parlé dans leur rapport, la transparence de la communication. Je pense que c'est un facteur clé parce qu'on est encore dans une situation ambiguë. Bon, les choses tendent à se placer un peu plus là, présentement, mais les 2 dernières années ont été placées sous le signe de l'incertitude. Donc, ce qu'il faut faire, c'est communiquer cette information-là pour que nos parents, nos enseignants, notre équipe école n'aient pas l'impression qu'on garde quoi que ce soit. On sait, ils savent ce qu'on sait essentiellement. Et malgré que les choses puissent changer, parce que ça a changé assez souvent, hein, c'est pas rare qu'on ait une consigne qu'on a donnée le matin et qu'on doit défaire l'après-midi, puis qui doit rechanger après-demain aussi. Mais à tout le moins, malgré tous ces changements-là, moi, je peux vous dire que les personnes avec qui on travaille apprécient être tenues au courant rapidement. Bon, tantôt, je pense que c'est M. Bernatchez, qui parlait d'envahir le site Facebook ou les courriels, etc. Alors, pour moi, c'est pas mal les 2 clés. Une dernière chose aussi, je pense que le personnel doit savoir qu'on travaille un peu comme des petits écureuils, là, sans relâche là, pendant l'été, à accumuler quelque chose et à préparer pour des jours plus difficiles parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, par exemple, à Noël, quand on a appris que les vacances allaient être prolongées, bien, du moins qu'il y aurait un confinement revenant, mais il fallait avoir quand même préparé quelque part pendant l'automne les enseignants à enseigner à distance, préparer la remise des ressources informatiques. Donc, un petit peu tout ça qui devait déjà être fait, un travail de fond qui était fait avant que les choses arrivent. Donc, il y a toujours une perspective de prévision, d'organisation pour faire face aux moments les plus difficiles. Donc, moi, je pense que tout ça fait en sorte qu'il y a une mobilisation parce qu'à partir de ce moment-là, je pense que les profs se sentent plus en confiance et quand un enseignant est en confiance, c'est un enseignant qui est mobilisé. Et puis, si je peux faire un peu de pouce sur ce que Laura a dit, elle a parlé d'une crise de leadership. Moi, je pense que c'est tout à fait le cas. Maintenant, je me questionne quelle sorte de leadership on a pendant des périodes de crise? Parce qu'il y a plusieurs façons d'aborder. Puis moi, je pense que le vrai visage du leader apparaît dans un moment de crise. Parce qu'il y a des personnes qui... Le leadership est très contextualisé. Donc, la recherche appuie beaucoup ça. C'est-à-dire que moi, je peux être un excellent directeur, un excellent leader dans un quotidien scolaire quelconque et soudainement survient une crise, puis je pourrais ne plus être un bon leader à ce moment-là, du moins pendant ce temps-là. Donc, il y a une question de contextualisation du leadership et puis moi, j'accorde énormément d'importance et puis je ne me retrouvais pas vraiment dans le leader autoritaire. Il y a des personnes qui vont prendre tout sur eux, de tout contrôler, d'agir de façon dictatoriale. C'est peut-être pas la façon politique du terme, mais je veux dire de diriger et de dicter le quoi, comment et quand. Et il y a d'autres leaders qui, je pense, ça me ressemble un petit peu plus, qui font confiance aux personnes et qui vont être là en soutien, en service, parce que moi, je pense que la profession de direction d'école, c'est une profession de service. On doit faire en sorte que les personnes soient outillées pour faire le travail et ne pas tout prendre sur nos épaules parce que je pense qu'en bout de ligne, ça crée plus d'insécurité chez les enseignants de cette façon-là, de voir que tout est concentré à un endroit, tandis que quand on délègue et tout le monde entraîne une petite partie et je pense que ça augmente la mobilisation de l'équipe. Définitivement, ils sont inclus dans ce processus-là. Donc, oui, il a été nommé que pour trouver des solutions dans le contexte de la crise qui a été connue, il y avait 2 types de leaders qui étaient identifiés ou qui ont été relevés, autoritaires et créatifs. De ton côté, Laura, comment ça a été vécu, peut-être particulièrement par toi, par ton équipe? Comment vous avez organisé la prise de décision dans ce contexte de crise que vous avez connu? C'est une bonne question. J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Marc-André. Ça m'a fait penser à un proverbe africain, je pense, qui dit « Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. » Et c'est exactement ça. Je pense qu'en tout cas pour moi, quand on parle de leadership, c'est que j'ai démontré à mon équipe que moi aussi, il y a des choses que je ne savais pas.
Et on dit souvent aux élèves, c'est correct de ne pas savoir, tu es là pour apprendre, tu es là pour te dépasser, tu dois apprendre quelque chose, tu dois démontrer ta soif de savoir. On dit aussi au personnel, mais souvent on oublie cet aspect-là des directions d'école, parce qu'on s'attend à ce que les directions d'école savent tout. Et c'est d'avoir exposé finalement cette certaine vulnérabilité en disant, écoute, je n'ai pas les réponses aux questions, je ne le sais pas moi-même, je ne sais même pas si le ministère le sait lui-même, mais on va essayer en équipe ensemble de prendre les mêmes décisions et de prendre les bonnes décisions. Et je pense que ça a été vraiment fondamental, en tout cas pour moi, pour les membres du personnel avec qui je travaille de près, parce que comme vous le savez, on a différents dossiers. Ça a été vraiment d'être là pour eux et puis d'apporter à la table différentes perspectives et puis de faire de notre mieux. Est-ce qu'on a fait des erreurs? Certainement, mais est-ce qu'on a appris de ces erreurs? Oui, mais surtout les erreurs, on les a fait ensemble pour apprendre ensemble. Et quand j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Marc-André, quand on parle de crise de leadership, c'est souvent, en tout cas pour moi, je trouve là où en tant que leader, on fait la différence en incluant un petit peu la voix des autres et puis en montrant que nous aussi, on n'est pas parfait et on apprend. Laura, ce que tu viens de définir, tu l'as dit presque textuellement, mais ça me faisait vraiment sentir qu'il y avait eu une installation d'une dynamique finalement d'apprentissage ensemble, que vous avez bâti ensemble les apprentissages au travers du processus de décision qui était à prendre. Bref, c'est ce que j'ai entendu. Très bientôt, on va rafler Olivier, Jean et Anne-Michel à se joindre à nous, mais j'ai envie que vous puissiez peut-être approfondir plus particulièrement les défis en lien avec la communication. Là, il a été relevé que c'est important de faire preuve de transparence. Il y avait l'importance de la communication avec le personnel, les parents. Mais de quelle manière est-ce que vous avez senti que ça a été relevé de votre côté, les défis liés à la communication? Les défis. Moi, ce que je pense, c'est que la communication, premièrement, se définit par quelque chose, je dirais, de dialogique. Quelque part, là, ça va dans les deux sens. Donc, si on considère la communication comme étant l'information qui est transmise par la direction aux parents, je dirais essentiellement que c'est d'être régulier, d'être transparent. Essentiellement, c'est ça. Mais là où c'est le plus difficile, puis tu parles de défis, Stéphanie, on est des êtres humains, hein, on n'est pas des petites figurines de caoutchouc sans émotion, là. Donc, c'est d'aller dans ce qui revient aussi, parce qu'on constate toute la détresse des parents, des élèves, et puis, juste les mesures sanitaires du masque, les messages d'anti-masque qu'on reçoit, quand on organise la vaccination, les messages d'anti-vax qu'on reçoit, et ainsi de suite. Même, il y a des écoles qui ont dû composer avec des manifestations là, qui avaient lieu dans leur environnement. Fait que tout ça rentre sous l'égide de la communication à quelque part. Et je dirais que des fois, c'est le retour d'un sens de communication à l'autre moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est de voir ça, de voir cette détresse-là, de voir cette polarisation-là de débat aussi par rapport à la santé publique. Là, je veux dire, c'est encore valide avec la fin de semaine qu'on a passée à Ottawa et à Québec, entre autres, là, parce qu'il y a d'autres choses qui sont passées dans d'autres villes du pays, puis même dans d'autres pays. Mais essentiellement, pour moi, c'est le retour. Là, donc, le retour de la vague où on constate toute cette détresse-là, cette problématique-là. Puis, il ne faut pas oublier, bon, ça, c'est par rapport aux mesures sanitaires, mais il y a l'autre détresse aussi des jeunes qui nécessite qu'il y ait une communication qui se fasse de façon étroite avec les parents. Et les parents sont bien sûr aussi souvent dépassés par la situation où des élèves qui sont... je pense que présentement, les élèves sont très à fleur de peau. Je ne sais pas comment c'est au Manitoba, Laura. C'est pareil. Mais ici, on le sent vraiment qu'il y a une fébrilité. Les jeunes sont très à fleur de peau. Il ne faut pas que ça se regarde tout croche, il ne faut pas que ça se touche, etc., etc. Là, 2 ans, on avait des bulles classe. Ça créait d'autres problèmes. Les jeunes étaient tannés de toujours être ensemble. Là, on s'est dit, bon, mais il n'y aura plus de bulles classe. Donc, tout le monde ensemble. Et puis là, on a d'autres problèmes où les habiletés sociales ont pris le bord un petit peu. Puis quand on entend que les habiletés sociales prennent le bord, bien, il y a toute la question de commentaires qui devient, pas de commentaires, pardon, mais de la communication qui devient important. Parce que la majorité des problèmes qu'on retrouve sur la cour d'école, c'est des problèmes de communication où les jeunes ne sont pas capables de communiquer entre eux pour résoudre des problèmes. Donc, la communication, pour moi, c'est central et c'est très, très large.
Mais j'aime ce que tu as relevé. Tu sais, j'entends l'importance justement du bidirectionnel, pas juste j'envoie de l'information, mais le retour a une grande valeur, mais pas nécessairement l'effet communication en grand groupe, mais j'ai aimé quand tu as nommé il fallait intervenir de façon étroite, donc d'accorder de l'importance à l'individualité de chaque élève, chaque famille, chaque collègue qui intervient dans les défis qu'il y avait possiblement dans la communication. Laura, j'aimerais ça que tu complètes par rapport à ce que tu as observé en lien avec les enjeux de la communication, puis je veux inviter nos 3 collègues à venir vous rejoindre après. Oui, pour faire du pouce à ce qu'a dit Marc-André, c'est ça. Au niveau de la communication, j'ai vraiment relevé au niveau des élèves plusieurs défis. Je veux dire, la pandémie nous a obligés à réagir très rapidement pour trouver des nouveaux moyens de communication. Donc, bien évidemment, l'apprentissage à distance avec ces plateformes, Teams ou Zoom, peu importe la division scolaire ou le conseil scolaire dans lequel on était. Et moi, j'ai relevé des défis en termes de communication, je dirais de troubles comportement virtuels. Alors, dans le sens où je me rappelle dans mon bureau une enseignante qui vient me voir et qui me dit l'année dernière, oui, j'ai un élève qui m'a envoyé un message via Teams à 11h du soir, What's up, madame? Et puis, il a commencé à me poser plein de questions. What's up, madame? Mon devoir, tu l'as corrigé quand? Moi, je suis tannée, là, dépêche-toi. Et puis, j'ai une discussion avec l'enseignante en lui disant, tu sais quoi? Ça me fait réaliser que finalement, on leur a demandé d'utiliser Teams, mais on ne leur a pas appris à comment communiquer à travers Teams. Et donc, on a fait un réel travail cette année dans mon établissement pour développer des compétences numériques et comment communiquer de manière appropriée. Parce que ça, on ne leur a pas appris. Et c'est là où j'ai vu des défis de communication avec les jeunes parce qu'eux, quand ils utilisent les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'ils communiquent entre eux. Alors, pour eux, il n'y a pas de différence. Ils ont eu du mal à faire la différence où je communique comme ça avec mon ami, mais est-ce que je peux communiquer comme ça avec un membre du personnel? Et j'ai remarqué aussi, Marc-André, c'est intéressant que tu mentionnes ça, on a vu depuis la venue des élèves après la vague l'année dernière, où nous, on a eu beaucoup d'élèves qui étaient à la maison parce qu'on avait pas mal je perds les mots en français, shutdown, on a eu beaucoup d'écoles fermées par rapport à des cas Covid. Et c'est vrai qu'on a vu dans certains niveaux une augmentation des troubles du comportement. Et quand je parlais avec d'autres directions d'école, je ne sais pas si vous avez entendu parler, je pense au Québec aussi, du TikTok Challenge. Il y a eu un TikTok Challenge un petit peu où il y avait des défis que les élèves voulaient faire par rapport à l'école, un peu inappropriés. À un moment donné, au mois de septembre, c'était la destruction de biens publics. Quand j'en parlais avec des collègues en direction d'école, on se demandait si ce trouble de comportement n'était pas lié justement aux lacunes qu'ils ont eues en termes de communication et d'habileté sociale. Et je pense qu'on est vraiment dans les débuts, dans les prémices au niveau de l'école et que dans quelques années, on réalisera à quel point il y a eu un changement en termes d'habileté sociale et de communication qu'on a du mal des fois un peu à réaliser dans le moment même. J'aime, Laura, ce que tu dis. Ça me fait penser à quel point à l'école Branchon, on rappelle à chaque fois que les enjeux à l'ère du numérique ne sont pas technologiques, sont d'abord humains, ils sont aussi relationnels et donc toute l'importance de la communication. Alors, revoilà maintenant Anne-Michel, Jean et Olivier, notre trio de chercheurs vedettes qui revient. J'ai envie de nous propulser sur justement un regard qu'on peut porter au terme de ces 2 dernières années sur les changements de pratique et les apprentissages organisationnels que d'ailleurs vous avez conclu là-dessus dans votre recueil qui nous ont amenés à vivre. J'ai envie de vous laisser commencer en nommant un peu justement ces apprentissages organisationnels-là parce que je souhaite vous entendre tous sur si on a une priorité là, numéro 1 à mettre, c'est-à-dire à amplifier, à faire plus, mieux, ce serait quoi? Donc, Jean, j'ai envie de te laisser la parole parce que tu as un peu conclu là-dessus tout à l'heure. Oui, mais je pense que le grand défi à la fois pour l'école, pour les directions, pour les sociétés de façon plus générale, c'est la gestion de la complexité. En fait, il y a un chercheur, Edgar Morin, qui définit la complexité comme étant ce qui est multiple et incertain. Donc, on vit véritablement dans un mode où il y a une très grande incertitude par rapport à ce qui peut se déployer au cours des prochaines années. Parce que même à partir du moment où la crise sanitaire sera terminée, ben, ça va être le début de quelque chose d'autre. C'est comme une espèce de grand tsunami. À partir du moment où il n'y a plus de tsunami, là, il faut
commencer à repenser les choses, à les reconfigurer, à les planifier. Donc, va venir un moment, justement, un moment de sortie de crise. Je ne pense pas qu'on y soit encore jusqu'à maintenant. Donc, véritablement, on est encore beaucoup en mode gestion de crise, mais en même temps, on va devoir gérer la complexité. Rien n'est acquis une fois pour toutes. Je pense que dans cette perspective-là, cette grande pandémie-là se présente véritablement comme un événement de rupture. C'est-à-dire que les choses ne seront plus tout à fait pareilles comme elles l'étaient auparavant. Puis je ne pense pas que ce soit souhaitable de revenir comme on le faisait auparavant. Je pense qu'on va en sortir transformé aussi. Il y a des gens qui sont plus sceptiques, en fait, de faire des apprentissages dans ce contexte-là. Il y en a qui ça insécurise beaucoup, mais il y en a d'autres qui vont profiter de toutes les occasions pour faire des apprentissages. Je pense qu'il faut beaucoup miser là-dessus. Mais je crois que de façon plus générale, on se dirige vers une période de grande instabilité, de grande incertitude sur tous les plans géopolitiques, sanitaires et puis tout ça, parce que ce sont des choses qui sont liées entre elles. Hein. Donc, c'est la mobilité des personnes qui a fait en sorte que cette épidémie-là est devenue une pandémie. Donc, je pense qu'il va falloir composer davantage avec la gestion de l'incertitude, la gestion de la complexité pour les années qui viennent. Mais je demeure optimiste. Oui, mais j'aime, Jean, comment tu mets la table à ce contexte-là, mais sur quoi, justement, on va bâtir, Anne-Michel ou Olivier, en termes de gestion de la complexité? C'est incertain ou mouvant? Sur quoi on veut miser? Oui, je vais prendre la parole. Mais en fait, c'est intéressant. Je pense que Jean a bien résumé, en fait, cet élément de complexité-là. Puis qu'est-ce qu'on peut en dégager nécessairement dans les prochaines années? On aura à jongler avec d'autres contextes qui vont être différents, mais qui vont amener cette adaptation, ces ajustements-là dans nos pratiques. Comme Laurent l'a mentionné tout à l'heure, en fait, à développer des compétences qui, là, c'est souvent dans l'action, hein, même si on prépare nos directions de façon théorique sur les bancs d'école, donc dans une formation, dans la formation continue, qui est pertinente, qui est appropriée, qui nous semble juste et en lien avec des défis, des problématiques actuelles, ben c'est certain que ce n'est pas nécessairement ces problématiques-là qui vont être rencontrées immédiatement dans les prochaines années que nos directions vont être appelées à exercer leurs fonctions pour les préparer à d'autres éventualités. Donc, moi, je m'intéresse aussi au comment, pas juste à sur quoi, quels apprentissages on en retient, mais aussi comment est-ce qu'on peut transposer ça dans le futur. Tu sais, qu'est-ce qu'on dégage aujourd'hui, puis comment ça peut nous être utile pour le futur. Donc, d'essayer de dégager des patterns, si on veut, dans cette forme de crise-là. Puis, comment est-ce qu'on peut utiliser ça en formation continue, en formation initiale, pour mieux préparer nos futures directions. Par exemple, notre personnel également, le personnel enseignant, le personnel de soutien, pour affronter des défis qui seront différents de celui qui était la crise pandémique, mais qui vont nécessiter cette mobilisation-là de nouveaux savoirs, de nouvelles expertises. Donc, est-ce que c'est à travers la présentation de différents cas? Est-ce que c'est justement dans des espèces de situations qui sont justement basées sur des patterns qu'on a pu observer dans différentes situations de crise, chose qu'on fait déjà quand même à certains égards dans la formation actuellement. Mais je pense que ça doit nous amener à réfléchir au comment. C'est comment cette préparation-là doit être faite, donc d'apprendre de ces éléments-là. Laura, Marc-André, selon vous, je vais réutiliser le terme d'Anne-Michel, dans les patterns qui se sont créés, là, parce que vous avez quand même développé en 2 ans là, des processus humains assez efficaces là, en termes de gestion de crise, lesquels vous voyez qui vont être fort aidants pour la continuité? Marc-André s'élance, on dirait que je t'entends. Oh, pardon, voilà. Ah, c'est bon. Tu sais, la question au début, c'était comment bâtir sur le constat que le professeur Bernacchi a dit par rapport à... Il parlait de tolérance. Moi, ce que j'ai compris, c'est un peu de la question de la tolérance à l'ambiguïté. Ouais. Moi, je pense... Moi, ce qui m'inquiète dans tout ça, puis moi aussi, je vois les choses quand même d'une façon, je dirais, avec espoir, mais je pense que dans les milieux scolaires, tout est très contrôlé. Et on voit à l'heure actuelle où on essaie de contrôler le plus possible à l'intérieur de l'école, mais à l'extérieur, les choses peuvent, excusez le mauvais mot, mais spinner dans tous les sens à quelque part. Alors, moi, ma question, c'est est-ce qu'on devrait apprendre aux élèves à être un petit peu dans un environnement qui est un peu moins organisé, un peu moins strict, un peu moins routinier,
Les jeunes arrivent à l'école et tout est prévu au primaire, au secondaire, la cloche pour ci, la cloche pour ça, etc., etc. Ce qui fait que dès qu'on sort de ce contexte-là, soit en visioconférence, soit par une situation de confinement, ou peu importe, mais les jeunes perdent leur repère. Et ils se désorganisent. Et puis, le mot désorganiser prend d'autres tournures. Ceux qui travaillent au primaire vont comprendre ce que je veux dire. Donc, la désorganisation, c'est une perte d'organisation, mais aussi, dans certains cas, cette désorganisation-là, pour des jeunes qui sont hyper vulnérables, prend d'autres tournures où les jeunes perdent pratiquement le contrôle avec la réalité. Alors, moi, mon questionnement, je me dis, est-ce qu'on devrait tranquillement inciter, éduquer les jeunes à tolérer l'ambiguïté, l'incertitude, parce que si une chose qui est certaine dans le monde dans lequel on vit, ou qu'on va vivre, c'est que ça va être de plus en plus incertain. Avec tout ce qui se passe dans notre société, la pandémie, c'est une chose, ça a un impact direct, mais là, présentement, les troupes russes sont stationnées aux portes de l'Ukraine, et puis on ne sait pas ce qui va se passer. Les migrants qui se retrouvent un peu partout sur le globe, qui traversent des mers pratiquement en bateau qui flotte. Comme je disais, comme tu disais tantôt, je suis allé faire un tour en Finlande, mais j'ai été extrêmement surpris de voir qu'à Rovaniemi, donc on parle sur le cercle polaire, ils accueillent des jeunes qui viennent des pays, je dirais, du Moyen-Orient. Donc, j'ai été très surpris de voir des Mohamed, de ces élèves-là qui sont dans des classes de, je m'en ai dit de francisation, ce n'est pas des classes de francisation, mais des classes de finlandisation, de finnoisation, je ne sais pas comment on dit ça, là. Mais, je veux dire, même dans le Grand Nord, les migrations ont un rôle, ont un enjeu. Donc, avec toute cette incertitude-là, je pense qu'il faut qu'on apprenne les jeunes à apprivoiser cette incertitude-là et en faire une espèce de tremplin vers l'accomplissement de soi. Puis j'ai l'impression qu'il y a une piste de réponse juste derrière moi, hein, le thème de la semaine de la fête qui nous invite à évoluer Bien là, j'ai envie de dire éduquer à la flexibilité qui est nécessaire pour s'adapter. J'aime beaucoup ce que tu amènes, c'est qu'effectivement, c'est beaucoup un milieu contrôlé qui est organisé, qui est à l'école, pour plein de raisons, d'efficacité aussi, mais je pense que là, tu viens de nommer quelque chose d'extrêmement concret sur lequel réfléchir et amener plus de flexibilité pour préparer humainement les élèves au monde d'aujourd'hui, possiblement. En tout cas, c'est ce que j'entends de ce que tu partages. Laura, je sais que tu vas intervenir, puis je veux entendre Olivier aussi. Laura? Oui, moi, je pense que surtout, c'est apprendre aux jeunes à sortir hors de leur zone de confort. Et ça, c'est valable pour n'importe quel être humain. Moi, j'ai vu la différence en termes de résilience par rapport au vécu de certains jeunes. On a dans notre établissement beaucoup de jeunes issus de l'immigration, notamment des réfugiés. Et pour un élève réfugié qui a connu la guerre et des événements extrêmement traumatisants, on s'entend que la COVID a eu moins d'impact sur sa vie. J'ai même eu l'occasion d'avoir une discussion avec un jeune réfugié qui me disait « Madame, je ne comprends pas pourquoi les élèves sont stressés parce qu'ils n'ont pas leur casier. » Parce qu'on a dû enlever les casiers à cause des restrictions COVID. Et puis, c'était vraiment apprendre à nos... Donc il y avait ce contraste, en tout cas dans mon établissement, avec des jeunes qui ont vraiment vécu des événements traumatisants et pour qui la COVID avait moins d'impact que des jeunes qui étaient dans une vie tout à fait confortable, mais j'avais vraiment eu l'occasion de traverser des moments difficiles et c'est ça quand on parle de routine, pour rebondir à ce qu'a dit Marc-André, mais pour aller plus loin, comment gérer des périodes difficiles, comment gérer des périodes où tous nos acquis sont remis en question en une seconde, tout le luxe qu'on avait à l'école finalement, parce que nos jeunes Canadiens sont quand même bien nantis dans le système d'éducation, comment faire pour apprendre à gérer cette crise et surtout sortir de sa zone de confort. Je pense que ça, c'est essentiel comme développement d'habileté. Merci, Laura. Olivier, comment tu as envie de poursuivre sur cette perspective d'apprentissage organisationnel? Oui, mais en fait, je ferai un lien aussi avec ce que Marc-André vient de dire sur les routines, par exemple. Là. Ça a évoqué quelque chose chez moi parce que je me rappelais que un des participants interviewés là, dans le cadre de cette recherche-là nous avait mentionné que assez tôt, en fait, lorsqu'ils avaient rouvert physiquement les écoles pour pouvoir assurer les récréations et autres, ils avaient décidé de mettre fin à la cloche de récréation parce qu'on sait que c'est en alternance d'un groupe à l'autre. Et assez rapidement, toute l'équipe école avait constaté que
qu'elle ne souhaitait pas que soit remise en place, même lorsque les choses allaient reprendre à la normale, remettre en place les cloches de récréation parce que, de un, il constatait que les élèves demeuraient plus attentifs jusqu'à la fin de la classe. Hein. Ils ne regardaient pas l'heure en se disant « OK, c'est là que ça va sonner, puis maintenant, on commence à préparer nos choses, etc. » Aussi, il constatait que l'ensemble de l'équipe école sentait qu'il pouvait, s'il terminait 2-3 minutes plus tôt ou même 5 minutes plus tôt, qu'il pouvait dire aux élèves « Bon, ben, prenez vos choses, on va aller dehors, on va pouvoir… » Donc, toute cette façon de faire-là venait de changer un peu le modèle et le sentiment qu'avaient les enseignants, les élèves autour de cette routine-là instaurée. Puis le participant, en fait, nous disait que jamais il n'avait discuté ou réfléchi à la possibilité de retirer cette fameuse cloche de récréation-là ou de faire une classe avant la COVID, mais que maintenant, il y avait une sérieuse réflexion autour de ça. Donc, lorsqu'on parle d'apprentissage organisationnel, c'en est un. La COVID a permis ce type de réflexion-là, pourtant alors qu'on fonctionne avec ce modèle-là depuis des décennies. Là. Donc, j'aime ça parce que c'est quand même une façon d'organiser le temps, de ne pas avoir de cloche, mais qu'il y ait à l'avance, j'imagine, une certaine annonce de voici ce qu'on va faire. Quand on aura terminé, on va passer à autre chose, on va s'accorder une pause. Est-ce que ce n'est pas une façon de suivre davantage le rythme humain ou encore d'organiser le temps axé sur le bien-être et donc axé sur les conditions optimales d'apprentissage des jeunes également? Puis ça, c'est un exemple super concret de ce qui peut être fait ou conservé comme apprentissage organisationnel. Stéphanie? J'allais dire quoi d'autre, donc vas-y. Ce que je comprends avec l'exemple du professeur Lemieux, c'est essentiellement qu'on agit sur la structure pour l'humaniser, la rendre au service des personnes qui sont à l'intérieur de l'école. La structure, elle est là pour ça. L'organisation, elle est là pour ça. Elle est flexible, c'est-à-dire elle est rigide. Comme une fois qu'on se plaint de la structure scolaire, elle est rigide parce que nous sommes rigides. La structure est d'après moi, une structure scolaire est à notre image. Donc, à partir du moment où on est capable de travailler sur la structure et la mettre au service des êtres humains, des élèves, des enseignants, et là, à ce moment-là, on trouve des éléments de réponse, mais la flexibilité devient importante. Je lisais un texte de Romano qui parlait justement de la difficulté que l'école a à enseigner, de considérer l'incertitude dans ses activités du quotidien, en comparaison au marché du travail qui, lui, s'adapte toujours de façon beaucoup plus facile. Bon, c'est sûr et certain que d'un côté, c'est des enfants dont l'âge varie entre 4 et 17 ans, et de l'autre côté, c'est des professionnels ou des corps de métier. Mais quand même, il y a, puis ça aussi, c'est répertorié, les études de John Langell le démontrent, qu'il y a un clash entre le fonctionnement du marché du travail et sa capacité de s'adapter à la société, et l'école qui, elle, peine à s'adapter au changement dans la société, et à cause d'une structure qui est un petit peu rigide également. Quel bel échange ce midi. Nous avons la chance d'avoir. Là, je vois Maxime qui va se rejoindre à nous. On aimerait terminer avec une période de questions. Il y a eu, ça a bougé dans le clavardage. J'ai regardé d'un demi-œil parce que j'étais très concentrée sur les propos extraordinaires qui s'échangeaient. Maxime, est-ce que tu as noté quelques questions ou du moins une question particulièrement à adresser à notre fantastique, j'allais dire, invités, à nos fantastiques invités de ce midi? Notre fantastique panel. En fait, premièrement, je vous remercie de votre présence tellement pertinente, vraiment, ce midi. Un agréable moment à votre compagnie. Il y a des commentaires qui ont ressorti dans le clavardage. J'en ai noté quelques-uns pour vous. Pierre Gagnon nous dit « La seule chose qui est permanente dans la vie, c'est le changement. # sortir de sa zone de confort. » Je voulais vous le mentionner. Marie-Josée Arnois aussi qui nous dit « L'organisation et la routine font partie de la survie pour les élèves ayant des difficultés ou troubles de l'organisation. Je suis d'accord qu'il faut absolument leur apprendre à gérer l'inconnu. » Donc, ça aussi, c'était super pertinent. J'ai un message sur Twitter aussi de Mylène Simard qui nous dit « Après la gestion de crise, on va devoir gérer la complexité et l'incertitude. On doit apprendre aux jeunes à gérer cette incertitude. » Donc, ça ressemble à ça, les commentaires dans le chat. Anne-Michel a répondu aussi à une question directement dans le chat.
sur Mon un Dieu. chercheur, M. Fitzpatrick, je crois, si je ne me trompe pas. Non, sur Kirkpatrick. Oui, Ouais, oui, c'est ça. c'est ça. Oui. Je ne savais pas s'il fallait que je réponde. J'étais multitâche, là. Non, mais c'est parfait. Pour ceux et celles qui veulent aller voir la question de M. Loisel et la réponse de Dan Michel, tout ça est dans le chat. Donc, vous pourrez vous joindre à la conversation à cette place-là. Ce que je vous propose pour les prochaines minutes, donc avant de se quitter, s'il y en a qui aimeraient prendre la parole de façon orale, je vais vous permettre d'ouvrir votre micro. Donc, questions ou commentaires, il faut que vous levez la main en premier. Donc, vous avez l'icône en bas à droite pour lever la main. Ensuite, je pourrais activer votre micro si vous voulez partager commentaires ou questions avec nos chercheurs et nos directions. Entre-temps, pendant que vous pensez à vos questions, je vais en profiter pour vous partager mon écran et vous inviter aux prochaines activités de la semaine de la FAD. Donc, j'en profite pendant deux petites minutes, le temps que les mains se lèvent et les questions se forment. Vous irez sur le monurl.ca/évaluer SFAD 22 ou en scannant le code QR qui est à l'écran pour évaluer votre appréciation, finalement donner votre appréciation sur le panel qu'on vient de vivre ce midi tous ensemble. Également, je vous invite fortement à aller réclamer votre badge de participant. Il faut, par contre, participer à 3 activités ou plus dans la semaine de la FAD pour se voir octroyer un badge de participant ou d'intervenant, comme Stéphanie Dionne, qui va participer comme intervenante à 2 ou 3 ateliers. Elle pourrait comme ça réclamer son badge d'intervenante en se rendant au fadio.net/formation/badge. Merci à Cadre 21 pour le partenariat. Nous sommes très, très contents de faire affaire avec cette belle gang de garçons-là chez Cadre 21. Finalement, je vous invite tout de suite, même si on est lundi midi, je vous invite quand même tout de suite à vous joindre à nous lors du cocktail de clôture. Vendredi 15h30, cocktail proposé par l'École branchée. Je ne sais pas, je ne me suis pas encore entendu avec Stéphanie si elle allait nous livrer du vin à notre porte. Stéphanie, tu nous le diras. Du vin et de la bière. Vendredi 15h30, je te donnerai mon adresse si tu veux m'en faire livrer. Ça va être des bulles, donc ça va être un verre de oui. bulles et il faudra l'imaginer, je vous l'envoie en pensée. Vous voyez apparaître à votre écran plusieurs prix de participation à gagner. Donc, ça risque d'être un moment vraiment, vraiment agréable à vivre tout le monde ensemble. Donc, juste avant qu'on se quitte, je vous présente nos partenaires. Je remercie du fond du cœur l'École branchée, qui est un collaborateur majeur de notre événement, en plus de 18 autres partenaires qui font de la Semaine de la FAD un événement de grande envergure et un événement aussi riche que nous vivons ensemble depuis 9h ce matin jusqu'à vendredi 16h30. Alors, est-ce qu'il y a des mains qui se sont levées entre-temps? Est-ce qu'il y a la gêne qui est partie entre-temps pour qu'on laisse place à des questions? Sinon, moi, Mac, j'ai une question pour notre gang. Oui. Si tu ne vois pas de questions de main levée. Non, j'en vois pas. J'ai envie justement parce que ce que ça m'a beaucoup... ce que ça me permet de conclure, je pense, c'est qu'on est dans un mode d'apprentissage ensemble de ce qui est vécu en ce moment. Et donc, dans le but de faire émerger ensemble dans les différentes équipes écoles, quelle serait la question que vous aimeriez lancer sur la table pour brasser les idées? Et comme notre collègue Marius dit, on brasse les idées et pas les gens. Brasser les gens, c'est non, mais on brasse les idées. Ce serait quoi la question que vous êtes avec votre équipe école et que vous voulez poser pour tirer, en tout cas, des apprentissages de tout ce qui est vécu, justement? La cloche, on la garde ou on ne la garde pas? Mais quelle question est-ce que vous auriez envie de poser? Michel, j'ai l'impression que tu as envie de répondre. Je ne sais pas, je laisserais peut-être les directions se prononcer, en fait, les gens du milieu. Marc-André, vas-y. Bon, ben là, si vous me donnez la parole. Moi, je pense que ce qui va rester de tout ça, de la crise qu'on vit, c'est un test de caractère, quelque part. Le caractère des directions, des enseignants, du personnel scolaire, des parents, des élèves, etc. J'ai travaillé 4 ans en Ontario au début des années 2000, il y a pas longtemps.
Et il développait déjà ce qu'ils appelaient le character education, donc l'importance de toutes les compétences, ce qu'on nous on appelle là, les compétences socio-émotionnelles, essentiellement, c'est ça. Donc, moi, je pense que c'est un test de caractère. Et puis, comment est-ce qu'on va en sortir grandi? Puis, qu'est-ce qu'on va avoir laissé, qu'est-ce qu'on va avoir appris pendant tout ce temps-là? Donc, il y a un petit côté réflexif, je pense, à faire. Et à faire avec nos élèves aussi pour construire leur identité. Nous, à notre âge, on est un peu des générations, guerre froide, 11 septembre, pour nos jeunes, des verglas, ça, c'est des choses qui nous ont marqués. Mais pour nos jeunes, là, ça va être la COVID qui va les avoir marqués principalement pendant 2-3 ans. Donc, c'est quoi qui va leur rester, puis sur quoi ils vont pouvoir s'appuyer pour construire leur caractère, leur identité plus tard, pour le mettre à contribution dans leur vie professionnelle, leur vie citoyenne, leur vie familiale, et j'en passe. Alors, pour moi, c'est ça, c'est un test de caractère, quelque part. OK. Laura? Ah, Anne-Michel, maintenant. Moi, ça serait qu'est-ce qui a poussé tes limites au niveau de ta résilience par rapport à ton vécu personnel? Et plus large, qu'est-ce qui a poussé vos limites au niveau de la résilience au niveau institutionnel? L'école, en général, le ministère, le gouvernement. Et que chacun trouve la réponse en soi-même. La résilience au niveau personnel et la résilience au niveau institutionnel. Magnifique. Anne-Michel, je m'en vais vers toi. Oui, ça me fait réfléchir en fait. Puis je dirais, parce qu'il y avait une question justement sur la formation, là, je disais que moi j'aimais bien l'évaluation de la formation. Je suis en évaluation, c'est ça qui m'inspire dans ce que j'entends ici. Puis moi, ce que je poserais comme question, en fait, serait probablement les obstacles qui ont été rencontrés. Là, je m'intéresserais peut-être plus aux directions d'école. Là. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas pu exercer le leadership qu'ils auraient souhaité à son plein potentiel, en fait. Donc, de peut-être recenser les différents, mais de les nommer, là, d'aller vraiment de diriger un peu plus une étude approfondie sur les obstacles qui ont empêché le plein exercice du leadership en contexte de crise pour essayer justement de mieux accompagner dans le futur, d'essayer de dégager les ressources nécessaires pour mieux accompagner, mieux former, mieux soutenir nos directions présentement. Donc, je lancerai cette question-là, en fait, probablement. Bonne question, Anne-Michel, sur les obstacles, les nommer. Jean, je vais terminer avec Olivier. Une phrase dans laquelle je crois beaucoup, penser globalement, agir localement. Je pense effectivement qu'une école qui est davantage autonome serait mieux en mesure de répondre aux nouveaux défis qui se présentent à elle, serait mieux à même de gérer la complexité également, donc localement, parce que la tentation peut être grande chez les gouvernants d'arriver avec des normes universelles pour tout le monde, alors que c'est véritablement localement que ce genre de choses-là se déploie, qu'on gère le changement localement, qu'une seule personne ou qu'un groupe de personnes peut faire une grande différence localement. Moi, je pense qu'il faudra en revenir à ça, aux fondamentaux. Véritablement, une école plus autonome serait, de mon point de vue, une école davantage en adéquation avec les défis du futur. Et leurs besoins locaux, fait que définitivement, quels sont leurs besoins locaux, puis trouver les réponses à partir de là avec une école qui est autonome. OK, j'aime ça. Olivier? Ça fait un peu le pont entre ce qu'Anne-Michel a dit et Jean. En fait, c'est pas pour rien qu'on fait de la recherche ensemble. Hein. On a un peu les mêmes préoccupations. En fait, je vous ramènerai au tout début de la pandémie, là, lorsqu'on a initié, nous, cette recherche-là, c'est qu'on avait un questionnement assez profond. On se demandait qu'est-ce qui pouvait expliquer, en fait, que les directions d'établissements, notamment dans des écoles privées, principalement des écoles privées, étaient réussies des fois à réagir un peu plus rapidement que dans le réseau public au cours des premières semaines. Une de nos hypothèses, c'est oui, bon, ils ne travaillent pas avec la même population. On sait que les ressources ne sont pas nécessairement les mêmes, le matériel informatique et autres. Donc, il y a plein de raisons qui peuvent venir expliquer ça. Donc, la poursuite de l'enseignement à distance. Mais une autre de nos hypothèses était que la plus grande autonomie dont profitent les directions d'établissement dans les établissements privés pouvait peut-être expliquer un peu la raison pour laquelle ils avaient réussi à se revirer en quelque sorte un peu plus rapidement. Pourtant, lorsqu'on a fait nos entretiens,
et donc, en fait, notre hypothèse, c'était est-ce que vous aimeriez, les directions d'établissement, avoir plus d'autonomie en contexte de crise, par exemple, qu'on prévoit des pouvoirs spéciaux, etc. Et finalement, les réponses qu'on obtenait, les gens n'étaient pas toujours convaincus qu'ils aimeraient avoir plus d'autonomie. Ils disaient, genre, on préférait avoir des indications plus claires, avoir plus de ressources, mais plus d'autonomie veut dire plus de reddition de comptes. Donc, moi, ma question est la suivante, celle qui m'intéresserait beaucoup au cours des prochaines années, c'est de quoi les directions d'établissement du réseau public auraient besoin si une nouvelle pandémie éclate dans 10-20 ans afin de pouvoir réagir plus rapidement dès les premiers jours, les premières semaines? De quoi avons-nous besoin pour pouvoir répondre immédiatement aux besoins de la population scolaire et pouvoir jouer pleinement notre rôle? Donc ça, c'est un apprentissage que j'aimerais que l'on retire de cette expérience-ci. Merci, Olivier. Moi, je suis pleinement satisfaite des échanges que vous avez eus. Je vous remercie vraiment sincèrement de tout cœur pour ces partages-là. Félicitations à notre trio de chercheurs de s'être intéressés à comment les directions traversaient la période de crise. Marc-André, Laura, pour tous vos collègues, je vous lève mon verre, qui est une tasse d'eau en fait, mais je vous lève mon chapeau pour tout ce que vous réalisez. Vous êtes vraiment important, vous contribuez au bien-être, à la réussite des élèves, mais de vos collègues, du personnel scolaire. Fait que continuez de prendre soin de vous. Maxime, pour ma part, merci Stéphanie. Je conclue ainsi. Puis moi, j'ai le goût de vous laisser sur une image, en fait, pour terminer. L'extraordinaire Laurie Couture. Elle a fait un sketch note! Oui, elle a refait un sketch note de votre présentation, les amis panélistes. Elle avait fait ce matin. Donc, Laurie a ce talent-là de synthétiser, donc de sketch noter l'essentiel des informations. Elle l'a fait ce matin dans la conférence d'ouverture. Elle l'a refait pour vous, mes chers. Je vous présente ça en partage d'écran pour finir, puis on va se laisser là-dessus. Merci Stéphanie pour ton animation extraordinaire. Je n'entends que des bons commentaires. Merci Marc-André, Laura, Anne-Michel, Jean et Olivier pour votre présence incroyable. Vraiment, c'est un honneur de pouvoir compter sur vous. Merci beaucoup. Et je vous donne le sketch note en cadeau comme ça pour terminer. Allez suivre Laurie sur Twitter, Laurie Couture 92 sur Twitter. Vous aurez accès à ses sketch notes et tout ce qu'elle fait de merveilleux pour l'école branchée. Merci, puis bon après-midi. On se revoit à 14h pour un atelier. Et également à 16h pour une conférence. Comme ça, je vous souhaite une très belle semaine de la FAD à tout le monde. Fadio.net, dans la section Semaine de la FAD, allez vous inscrire à ce qui reste comme événement, puis toutes les infos sont là. Merci beaucoup. À bientôt. Bye! Bonne semaine de la FAD! Salut, merci tout le monde. Merci, au revoir. Oui, merci beaucoup tout le monde.